Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une expédition au pôle Nord que j'ai réalisée. Donc parmi les mots qui risquent de vous surprendre, il y a des mots géographiques. Bruxelles, je ne pense pas. Moscou, Norilsk, Khatanga, en Sibérie du Nord. Je ne vais pas tout vous dire non plus pour que vous ayez quand même la joie de surmonter quelques surprises, mais je vais quand même vous parler, enfin vous donner les noms des explorateurs que je risque de mentionner, qui sont dans les anciens Peary et Cook. Il y a tout, enfin bon, ça je vous raconterai. Amundsen, un peu moins vieux, Jean-Loup Etienne, Gerlach, qui est un Belge. Qu'est-ce que je vais vous dire encore? Non, je crois que pour le début, pour la première partie, c'est tout. Voilà. Donc je commence dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un grand honneur et un grand plaisir, d'une certaine manière, d'être parmi vous aujourd'hui pour vous raconter l'expédition que j'ai eu le déplaisir, cette fois-ci, de réaliser au pôle Nord en 1998. Mais commençons par le début. J'avais un compagnon journaliste qui était tombé amoureux du pôle Nord. Et je précise que c'est du pôle Nord géographique que je vais parler, et non pas du pôle Nord magnétique qui est plus proche des côtes du Canada. Le pôle Nord géographique est celui qui se trouve justement à l'axe de rotation de la Terre. Et voilà. Moi, j'ai eu la chance de faire cette expédition, mais la première fois, j'y suis allée l'année d'avant, l'année précédente, en 97, puisque mon compagnon voulait faire cette expédition et moi je ne voulais pas m'engager sans avoir un minimum d'informations sur ce que cet engagement comportait. Donc nous voilà partis en divers avions, d'abord de Bruxelles à Moscou, puis de Moscou à Norilsk, puis de Norilsk à une toute petite ville en Sibérie du Nord qui s'appelle Khatanga, ville qui déjà préannonce les conditions polaires, puisque c'est une ville qui est complètement coupée du reste du monde pendant les longs mois d'hiver. Normalement, on y accède soit par avion, soit par bateau, mais les bateaux ne peuvent pas venir pendant tout l'hiver parce que le bras de mer et la fin du fleuve est complètement gelé. Et alors, on s'est rendu à Khatanga, puis on a attendu le départ jusqu'à une base dérivante. On a pris un avion Antonov 74, qui est un avion cargo, et on a atterri sur la banquise. Voilà, je vous raconte ça, ça a l'air tout simple, mais ça ne l'est pas, parce que la banquise, ce sont 3 mètres d'épaisseur. Or, l'Antonov 74 fait 19 tonnes. Et imaginez un avion si lourd se poser sur 3 mètres d'épaisseur de banquise. Eh bien, les seuls à savoir faire ça, à savoir préparer la piste d'atterrissage sur la banquise et faire atterrir les avions, étaient une poignée de pilotes et de techniciens anciennement soviétiques qui habitaient justement à Khatanga, raison pour laquelle on passait par là. Et donc, eux, sous la période soviétique, étaient chargés de placer à proximité du pôle Nord une base dérivante qui était composée donc de plusieurs tentes, et ça durait le mois d'avril et de mai, et ils étaient chargés de faire des analyses scientifiques. À l'effondrement du communisme, plus de financement pour les recherches scientifiques, et donc ils ont eu la chance de rencontrer un homme d'affaires français qui s'est dit « mais c'est génial, ils ont un savoir-faire unique, emmenons des touristes au pôle Nord ». Et moi j'ai eu la chance d'avoir un compagnon qui était journaliste, qui par une anecdote que je ne vous raconterai pas, a décidé de couvrir ce lancement du tourisme au pôle Nord. Il est tombé amoureux de l'endroit, il a eu envie de faire cette expédition que je vous annonce depuis quelques minutes, et nous voilà partis donc en 97 pour ce faire. L'endroit m'a plu, je me suis dit, mais tiens, c'est quand même assez extraordinaire comme paysage, comme aventure, c'est pas vraiment sportif, mais c'est intéressant, donc je me suis laissé entraîner pour faire cette expédition l'année suivante, donc en 98. Et voilà, en 88, c'est reparti pour un tour, on refait le même périple jusqu'à Khatanga, puis l'Antonov 74, on arrive à la base dérivante, dont j'ai oublié de vous dire qu'elle s'appelle Bornéo, prononcé Barneo en russe,
Et voilà, ça c'est typique de l'ironie russe. On passe des mois et des mois sur la banquise à avoir froid, et alors on donne un nom plutôt exotique à l'endroit pour se réchauffer au moins le cœur. Pourquoi est-ce que la base dérivante est placée sur la banquise en avril et en mai? Eh bien parce que c'est la fin de la nuit polaire. Et c'est le moment où le jour se lève et où l'on peut être sur la banquise, faire toutes ces expéditions, avant qu'il ne fasse trop chaud et que la banquise commence à fondre, parce que là, ça devient dangereux. Donc pendant ces 2 mois, à Bornéo, on accueille tous les sportifs, aventuriers et autres explorateurs qui veulent se rendre au pôle Nord. Et c'est là que nous faisions quelque chose de complètement différent. Nous ne voulions pas aller au pôle Nord, comme l'ont fait avant nous depuis des années et des années et des siècles presque, tant d'explorateurs tels Peary et Cook, qui se sont fauchés la gloire l'un l'autre, chacun disant qu'il avait atteint le pôle Nord avant l'autre, et puis c'est une controverse historique dont on se demande si elle va être finalement percée un jour, et l'on saura définitivement lequel des deux est arrivé en premier. Il y a eu aussi d'autres régions Amundsen, des explorateurs très connus comme Jean-Louis Étienne, mais également Gerlach, un Belge, je le mentionne parce que peut-être que d'aucuns l'ont connu ici. Il y a eu aussi quelques femmes, et voilà, c'était des gens qui effectuaient une traversée de la glace à des fins d'exploits, en fait, d'exploits sportifs. Par exemple, la traversée depuis les terres, qu'elles soient canadiennes ou russes, en ski de fond, en solitaire, avec ravitaillement ponctuel, voilà. Ou alors la traversée en traîneau à chien, ou voilà, toutes sortes d'exploits et de records à battre. Nous, en revanche, on voulait juste rester au pôle Nord. Donc c'était conçu vraiment autrement. C'était conçu comme une sorte d'expédition confort, grand luxe. On avait une grande tente en forme de tipi, haute, pour qu'elle puisse se voir de loin. Comme ça, les gens qui arrivaient au pôle Nord nous repéraient et venaient chez nous, et on les accueillait avec du champagne, de la viande de renne congelée. On avait un chauffage au kérosène. Vraiment, on avait tout pour les accueillir. Donc on se disait, mais c'est extraordinaire, voilà, on se pose, on les attend. Que nenni! Que nenni, parce que la banquise, comme je vous l'ai dit, elle dérive. La banquise, c'est juste de la glace, 3 mètres d'épaisseur, posée sur quoi? Sur la mer, parce qu'il n'y a pas de terre en Arctique, contrairement à l'Antarctique. Et alors, au gré des courants sous-marins ou bien des vents sur la surface, cette banquise dérive de quelques mètres à 10, 15, 40 kilomètres dans la journée. Bon, même si notre objectif était donc de contrer la dérive, on se disait, en regardant au moment de l'atterrissage, bon, mais ça va pas si être difficile, je veux dire, on est à ski de fond, on a 2 traîneaux derrière nous, on est harnaché, mais bon, on avance, en ski de fond, 10, 15, même 20 kilomètres, on peut les faire en 1 heure, 2 heures, enfin, pas... C'est pas non plus un exploit, mais c'était loin d'être le cas, ce n'était pas facile du tout. Justement parce qu'il y a tous ces mouvements géographiques qui font que, par exemple, il y a des pressions, la glace va se fissurer, il va y avoir des canaux, des failles, des crêtes de compression, des plaques qui vont se chevaucher les unes les autres. Et donc, pour atteindre à nouveau le pôle Nord après avoir dormi et dérivé, eh bien, je peux vous assurer que ce n'était pas une partie de plaisir comme je vous l'avais annoncé. Et je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Je vous remercie.